Un sentiment d'insécurité permanent qui est lié à la peur d'être abandonné, mais c'est irrationnel. Ça fonctionne avec l'esprit. Pour l'esprit, il ne fait pas la différence entre ce qui est rationnel et irrationnel. Il croit ce que vous lui dites. Donc, il va falloir travailler dans l'inconscient et aller chercher les causes. Au niveau des constats, ce qu'on avait aussi vu en émission et senti, et ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est vrai que c'était plus dans les couples que ce sentiment d'abandon était difficile à vivre. C'était vraiment toujours ça qui revenait en premier. Et c'est un constat, il y a plusieurs constats à faire. Il y a plusieurs constats. Un des constats qu'on peut faire, c'est qu'il y a une vraie souffrance quand on est en couple et qu'on souffre de ce syndrome. Effectivement, on va pouvoir en parler parce que le syndrome du couple, c'est devenu le tissu de mon activité, de travailler le couple, les syndromes de l'abandon, la psychologie, voire les personnes limites, les borderline. C'est encore quelque chose qui gravite autour de l'abandon. Mais l'abandon, en fait, ça vient souvent, 80% de l'enfance, on pense avoir été rejeté, exclu pour différentes raisons, pas désiré, et on a créé cette dépendance affective, cette souffrance qui devient une carence, et cette carence affective va devenir subjective et va créer une souffrance qui peut devenir répétitive. Ce n'est pas toujours des parents qui vous ont abandonné parce qu'ils ne le désiraient pas. C'est simplement parce que dans une fratrie, on n'a pas su s'installer non plus. Il y a eu la jalousie qui s'est créée. Mais souvent aussi, la maman, lorsqu'elle met au monde son enfant, ne sait pas comment elle va leur organiser sa grossesse, comment elle va diriger sa future vie de mère. Elle peut reproduire elle-même des carences. C'est à ce moment-là qu'on parle d'entrave sévère à la compétence parentale. Mais il faudra y passer de toute façon. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir comprendre qu'il y a des comportements qui sont souvent borderline, donc limites, et qui viennent des comportements yo-yo, les humeurs changeantes. On peut avoir le bébé déjà. On vous demande le sein, puis au moment où vous donnez le sein, il le rejette. Le mec se sent frustré, il croit qu'il n'aime pas. Il y a plein de choses derrière tout ça. Ça pourra se retrouver dans l'adolescence, les premiers émois amoureux et autres. Les stress chroniques, on crée soi-même par la situation de la vie. Et toute situation et événement de la vie depuis la naissance. Ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui va être répétitif. Et qu'on pourra gérer que, par exemple, si on tombe dans une famille qui vous permet de donner cet affect, vous permettre d'être émotionnel. Parce qu'ils sont émotionnels, vos parents. Parce qu'ils transmettent leurs émotions. Parce qu'ils vous donnent le droit de dire vos craintes et vos peurs. Et si cette famille n'a pas celle-là, n'a pas été conçue à partir de ça, elle ne serait pas compris. Vous vous sentirez rejeté, exclu. Et vous allez développer des comportements d'abandon. Effectivement. C'est très clair. Donc si on en revient à l'origine, encore une fois, on a l'impression avec ce que tu dis que ça part de l'enfance, c'est quelque chose qu'il faut aller rechercher dans l'enfance. Comment est-ce qu'on peut avancer en effet, en ayant donc cette impression d'eux, ou en n'ayant pas fait vraiment un travail sur soi par rapport à ça, on verra plus tard. Comment en effet être certain de l'origine de cette souffrance, comment savoir d'où elle vient, et comment la comprendre. On ne peut pas l'identifier soi-même par une relation d'aide, ou on peut travailler soi-même sur son développement personnel. Très tôt, très jeune, avoir lu des tas de livres qui sont écrits aujourd'hui, mais on va penser qu'on n'est pas comme les autres et qu'on n'est pas désiré, qu'on n'est pas attendu. Et en fait, comment savoir si on est le résultat d'un amour profond de ses parents? C'est très difficile. Parce qu'en fait, on est le résultat d'une alchimie. Cette alchimie, c'est la volonté de la fécondation de deux êtres qui donnent à travers leur semence la vie. Et ce bébé va se retrouver dans un creuset à partir du fœtus. Et de ce creuset, il va manifester des choses à travers la mère et au moment de la naissance. Mais comment savoir si on a été désiré ou pas? On peut nous le dire, mais si on ne nous dit pas, si dans la famille on ne nous dit pas ces choses-là, il va falloir passer le temps pour comprendre cela.
Et on devra faire ses propres épreuves, ses propres tests, ses propres erreurs. Le stress chronique, c'est très très compliqué à détecter par soi-même. Et on peut être envoyé au néant si on a passé les réponses. Tu dis aussi que la plupart des parents qui ont eu un pénible passé, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on vit peut-être soi-même, qu'on entend autour de soi, on prononce quand on a envie d'avoir un enfant la phrase « je veux faire un enfant, je veux avoir un enfant » pour ne pas reproduire, pour faire différemment de ce que j'ai vécu moi quand j'étais petite. Je ne veux absolument pas faire ce que moi j'ai vécu quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces futurs parents-là, à cette réflexion-là qu'on peut avoir? Bon, moi, je ne ferai jamais ça avec mes enfants. Voilà, quand on est convaincu qu'on n'a pas eu le bon. Michel Lemecq est un grand neuropsychiatre et psychiatre français d'origine, dirigeant un très grand institut à Montréal. Il a écrit un livre qui s'appelle « J'ai mal à ma mère » aux éditions. Et on y découvre là-dedans que, en fait, on doit admettre qu'au moment de notre naissance, on ne peut pas avoir toutes les réponses. Mais on peut avoir des ressentis. Il y a des ressentis sensoriels. On sent si on est attiré, il y a l'amour entre la mère et l'enfant, avec le père aussi, où on peut se sentir materné par son père. Et on le remarque lorsqu'un bébé, par exemple, est pris dans les bras d'une personne qui est stressée, qui a du mal à avoir l'affect avec un bébé. Il va le sentir, il va rejeter. Mais Michel Lemecq dit une chose très importante. Il faut accueillir cet enfant dans son espace à lui. Il faudra lui donner des paroles réelles, des paroles personnelles, des paroles sincères. Qui permettra de s'identifier et de se construire. Pas les paroles de ce que l'on souffre, de ce que l'on vit. Pas que l'enfant remplace quelque chose qui n'a pas été... Alors là, il y a encore autre chose, oui. J'ai une patiente qui vient me voir, qui a un enfant à 8 ans, qui m'a dit c'est mon nounours. Et c'est à la fois mon père, mon compagnon, l'enfant, l'amant que j'ai pas avec mon mari, et ça allait beaucoup plus loin que ça. Et très très petit, cet enfant a été mis dans l'approche de devenir un pseudo-adulte. Ça va le faire avancer, effectivement. Et ça va développer des comportements malsains, voire pire. Il y a donc besoin de cet espace qu'il faut lui créer. Faire sentir à l'enfant qu'il a été désiré. Désiré. Qu'il se construit. Est-ce qu'il faut lui dire... Et qu'on surinvestit pas non plus dessus. Il faut communiquer sur sa venue au monde. Il faut communiquer sur sa venue au monde. Des mots simples au départ. Il faut les trouver, mais ça vient. Il faut être dans le détachement. Il ne faut pas projeter ses peurs. Les peurs, il faut en faire ses amis. Il faut les prendre ici en main, il faut les garder à côté de soi. Donc on ne les passeront jamais. On dit toujours que... Donc on a commencé comme ça de dire que c'était vraiment dans le couple que les souffrances se créent, que la souffrance du syndrome de l'abandon se crée dans le couple, se crée déjà. Oui, c'est ça. Se vit, en tout cas se révèle, puisqu'en effet on a peur d'être quitté, donc c'est ça aussi, on a peur d'être abandonné à nouveau, mais il n'y a pas que dans le couple. Donc c'est vrai que, je disais tout à l'heure dans la vidéo que j'ai réalisée, que ceux qui en souffrent veulent toujours être le meilleur dans beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines. Hein? Ils ne veulent pas être quittés dans leur emploi, ils ne veulent pas être quittés dans leur rôle de parrain-marraine, ils ne veulent pas être quittés donc ils ont tendance à en faire trop parfois. Ils vont vouloir avoir le meilleur voisin, le voisin préféré, le collègue préféré, l'ami préféré, le patron préféré. Ça va aller tellement loin qu'ils vont surinvestir là-dessus et qu'ils vont, au lieu d'être préférés eux-mêmes, devenir pestiférés. À la limite.
rejeté à nouveau, exclu. Donc c'est vraiment la peur de ne pas être aimé. C'est la peur de ne pas être aimé. C'est vraiment ça qui est important de dire et d'avoir conscience. Et de se dire, est-ce que j'ai en moi cette peur de ne pas être aimé? On peut trouver ça dans des exemples, dans les fratries par exemple. Il ne faut pas simplement aller dans l'enfance. Oui. Une question par rapport à ce qui a été dit juste avant maintenant. Le fait que l'enfant ou l'enfant adulte recherche peut-être la même expérience, c'est pas pour faire face à cette expérience afin d'en comprendre quelque chose, d'en apprendre quelque chose, de justement se mettre dans une position de vouloir être le préféré pour finalement se retrouver pestiféré, comme vous dites, et abandonné. Est-ce que c'est pour une manière inconsciente de se remettre face à l'expérience? Parce que l'inconscient, c'est 95% de ce qu'on fait généralement tous les jours, au quotidien. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que c'est celui qu'on va appeler un peu moins que les autres. C'est celui qu'on va essayer de moins voir dans les réunions de famille. Ça va continuer, hein. Le sentiment d'abandon va se creuser. Il crée sa souffrance en étant collé aux autres. On verra ça tout à l'heure dans l'enfant adopté, où il y a ce qu'on appelle l'enfant velcro et l'enfant téflon. Mais voilà. Velcro, il s'accroche partout. Quand on se... Dans les fratries, oui. Oui, et quand on réfléchit aussi sur ce que nos parents ont mis en place, les maladresses parentales, comme Jean Cleuson les appelle, il y en a qui ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils ont reçu. Donc ça aussi, ça leur vient de... Ils ont transmis ce qu'ils ont appris, ou ils ont fait l'inverse. Est-ce que par rapport à ça, quand on a conscience que oui, nos parents ont eu du mal à exprimer leurs émotions, oui, je traîne un boulet comme ça où j'ai jamais reçu un je t'aime, jamais reçu une reconnaissance. Est-ce qu'à partir de là, parce que quand on a compris ça, on peut commencer à faire notre travail. Est-ce que ça aide de se dire, de regarder derrière ce qui s'est passé pour avancer? C'est quand la répétition va être trop fréquente, on va se rendre compte contre des choses régulièrement. Ça va aller tellement loin qu'on se va donner rejeter sur les autres. On se va donner des milliers. Là, il faut arrêter. Il faut casser cette répétition. Dès qu'on va commencer à la casser, on va se rendre compte d'autre chose. Ça, c'est quand on perçoit soi-même qu'on a une blessure d'abandon. Après, il y a des adultes qui ont probablement des blessures d'abandon et qui ont un profil tout à fait différent. Voilà. Et ces personnes-là, qui ont fait des choses qui sont dictées par cette blessure d'abandon, Le fait que l'enfant sont dans des situations telles recherche peut-être la même expérience, qu'elles ne peuvent pas reconnaître que leur façon d'agir et qui peut être toxique pour leur environnement, y compris pour leurs propres enfants, ne sont pas, même à un âge de 50 ou 100 ans, en mesure de reconnaître cette blessure d'abandon. Oui, tout à fait. Ils seront liés à leurs croyances. Leurs croyances, comme on dit, les croyances limitantes, ça ne permet pas de passer. Et si elles sont limitantes, c'est parce qu'elles se reproduisent. Mais il y a aussi des choses qui ne viennent pas toujours de l'enfant aussi. Un peu d'humour. C'est un sujet très sérieux, très grave. Des cas vraiment très lourds depuis quelques semaines. Mais dans les fratries, j'ai un cas pratique. Toute la fratrie avait décidé de se rassembler après 20 ans de faire un voyage extraordinaire du monde. Un membre de la fratrie ne l'a pas fait parce qu'il avait autre chose à faire. On lui a exprimé plusieurs fois le désir de l'amener et de même payer le voyage. Il n'a pas voulu par fierté, par orgueil, par incapacité à travailler sur son moi. C'est ça. Et ça, c'est Jean Piaget, qui est un grand spécialiste de l'enfance, un pédopsychiatre qui est plus vivant, qui a écrit également des livres, qui en a parlé, et également Germaine Gex, G-U-E-X, qui est décédée également, mais qui est la première à avoir travaillé sur le syndrome de l'abandon dans les années 60. Elle a écrit le livre Le syndrome de l'abandon. Et donc, frustration innée.
quand ils sont partis tous les autres au bout de ce monde, quand il est revenu, quand le groupe est revenu, ils n'ont pas compris pourquoi dans les réunions suivantes, il ne revenait pas, ce membre de la fratrie, avec sa femme, avec ses propres enfants, parce que tous les enfants étaient acquis avec, les petits-enfants également. Ça faisait du monde. Et cette frustration, elle dure depuis 5 ans. Il ne se revoit plus. C'est un syndrome d'abandon d'adulte. Et si on va creuser, je parie qu'on va trouver un problème de ne pas avoir pu se placer dans la fratrie quand il avait cet âge-là. Qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Oui, mais Il va y avoir encore d'autres cas. contre ça, de toute façon, parce que moi, je vis ce cas-là. Moi, je suis le troisième enfant, donc j'ai ma soeur plus jeune que moi. Même un Ben, âge. ce que vous dites là, c'est vraiment en son cas. Elle s'est coupée de nous tous. On ne se voit plus, on n'a plus aucun rapport. Le dernier rapport qu'on a dû avoir, c'est lors du décès de notre maman, il y a 2 ans. Mais hormis ça, c'est tout. Elle a de nouveau coupé les ponts, elle ne veut plus voir personne. Et elle vit dans son cocon avec son mari. Il faut dire aussi, bon, ils n'ont pas su avoir d'enfants, donc elle est la seule parmi nous 4. On a tous eu des enfants, elle pas elle. Et à un moment donné, je me suis battue en me disant il faut l'aider, il faut qu'elle voie clair. Et plus j'ai essayé de l'aider, plus je me suis fait rejeter, mais j'étais le diable en personne. Je suis le diable pour elle. Alors je me dis, ben, bon, c'est tout, maintenant j'ai clapé, j'ai fermé le livre, et j'ai tourné la page, je dis, si un jour elle veut revenir, elle revient, mais moi je ne vais pas revenir après, lui dire quoi, faire quoi, parce que j'ai tenté tout ce que j'ai pu, et c'est frustrant, parce qu'on se dit, allez, on est 4 dans la famille, on s'entend tous bien, enfin, mais elle a décidé, voilà, c'est la dernière, elle a toujours été rejetée, personne ne l'a aimée, patati, patata, on était rivales, moi j'ai appris ça lors du décès de ma maman, elle m'a dit, t'as toujours été ma rivale. Je dis quoi, moi, rivale? Mais rivale pourquoi? Elle a 4 ans et demi de moins que moi. Je dis, c'est sûr que quand on est enfant, si j'ai 10 ans, toi t'en as 6, je vais peut-être pas avoir les mêmes centres d'intérêt que toi, parce qu'on est tous des enfants avec des grands écarts d'âge. J'ai mon frère aîné à 10 ans plus que moi. Mais je dis, c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas ou qu'on n'était pas... Ah non. Non, pour elle, ça a été... un cauchemar. Son enfance a été un cauchemar, elle a été manipulée, elle s'est mis tout ça dans la tête et on se dit, mais au secours, quoi. Au décès de maman, j'ai appris des trucs que je suis tombée à la renverse, je me dis, mais c'est quoi ça? Et alors on se dit, mais face à ça, on est impuissant, on ne sait pas résoudre. Et alors elle a fait une psychanalyse pendant 3 ans et je crois que ça l'a descendu en flèche encore. Ça a été terrible parce que, à la limite, on lui a dit que notre maman l'avait manipulée. Donc maman était une manipulatrice. Je dis, oh, c'est pour ça que je suis là, je me dis, tiens, ça m'intéresse tous ces sujets. Je m'interdis de dire des choses comme ça. Pardon? Je m'interdis de dire des Bien choses sûr, comme ça. mais bien sûr. Mais Mais je ça, sais que ça se fait, je sais que ça se fait. Mais vous vous rendez compte, quoi. Alors je me suis dit, mon Dieu, elle aurait mieux fait de ne pas aller jeter son argent chez un psychanalyste ou quoi, et de faire une critique elle-même, ou de parler à quelqu'un d'autre, mais c'est grave, quoi. Mais justement, on peut revenir sur le sentiment qu'on a de ne pas avoir été aimé, de ne pas avoir été aimé autant que l'autre, parce que quelque part, toujours un ressenti. Toujours un ressenti. Il dit aussi, Philippe, et tu l'as dit en émission, que ne pas être aimé génère 3 comportements. Tout à fait. Et on rejoint pas ce témoignage-là. Le premier comportement, c'est l'inhibition. 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 Et à un moment donné, L'inhibition. battu en champ. Donc on n'est pas capable de pouvoir accepter la situation telle qu'elle est, donc on se replie sur soi-même. J'étais le diable en On ne personne. peut pas réagir. Je suis le diable pour elle. Alors je me dis, C'est un comportement qui va augmenter la souffrance et la souffrance dépressive. si un jour elle veut revenir au Le diable, deuxième, moi je vais pas tout dire après. c'est J'ai tenté tout ce que j'ai pu. refouler Parce qu'on dit, allez, on est quatre la dans demande famille. par la défense. La défense, c'est une forme de lutte. Et à ce moment-là, on va simplement ne pas vouloir Elle était quand j'ai appris ça, ma maman, elle m'a dit, une forme de déni. pourquoi moi, Le troisième, c'est le plus grave, c'est la fuite. elle a 90 moins que moi. On n'aura pas l'occasion de se faire aimer. Et puis, j'ai pas envie d'être aimé, mais je suis pas digne d'être aimé. C'est un peu fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, c'est ça aussi. Alors qu'on est demandeur, bien sûr, dans le troisième comportement. C'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas, Ça vient de la semaine suivante.
Dans ce fameux cerveau archaïque, comme ici les coachs, vous avez deux hémisphères qui sont les hémisphères de la créativité, des analyses et autres, et le tout premier qui est ce qui nous conditionne le rapport des reptiles au monde de la préhistoire et bien avant, où on fonctionne avec ces trois comportements par instinct de survie, fuite, lutte et inhibition. On le voit d'ailleurs avec les chats. Parce qu'un chat plus grand croise un autre, il se couche, se termine, il ne va pas le manger. Hein. Mais on fonctionne avec ça alors qu'on n'a plus besoin de cet instinct de survie. J'ai travaillé ça avec le professeur Fradin, qui est un grand spécialiste des neurosciences comportementales à Paris, il y a 7 ans. Il a créé un institut, d'ailleurs, qui s'appelle l'École de médecine environnementale, où il m'a appris comment fonctionnaient tous ces comportements par rapport à l'instinct de survie. Adapté, non adapté, dominant, soumis, etc. Mais on n'en a plus besoin, c'est ce qu'il disait. C'est quelque chose qu'on a besoin pour survivre dans une période où notre mort est possible. Comme à l'époque des mammouths et autres, ou dans les pays où on exécute régulièrement, mais pas ici dans nos pays. Mais nous l'avons acquis, c'est un héritage. Et la capacité de changer nos comportements par la créativité, par le néocortex, est quelque chose que l'homme possède, les mammifères, personne d'autre, dans la vie animale et humaine, c'est qu'on peut changer cela. On peut mettre en place des comportements pour changer les situations qui nous font peur. C'est pour revenir à l'équilibre. Comme par exemple prendre sa peur en main. Ça, c'est pour revenir à l'équilibre. Ce sont les trois comportements. Qu'est-ce qu'on fait C'est clairement ça fait-il, ses peurs, ses souffrances, quand on se reconnaît plus ou moins dans une des trois situations, parce qu'on est quand même fort. On peut se faire aider par ça. par un proche, mais pas par sa famille. Ça ne marche pas en général. Un proche, en qui on a une grande confiance, qui peut nous amener à repenser qui nous sommes, remonter avec nous notre chemin de vie, et sinon par une aide professionnelle, une relation de la moi ou quelqu'un d'autre. La difficulté majeure en général, c'est déjà d'avoir la conscience. Oui. Ça nous habite. Comprendre Alors, une fois parce que souvent on a tendance, dans les cas un petit peu difficiles, c'est de remettre la faute sur les autres. Et on peut tourner en rond comme ça longtemps, pour permettre à la personne d'avancer. Oui, tout à fait. Donc, on prend conscience, donc on peut comprendre ce qui se passe, on pourra l'identifier, après on va y travailler pour s'autoriser à guérir de sa souffrance. Et de cela, on pourra apprendre à s'aimer, parce que souvent les personnes abandonniques, c'est pas non plus moi qui ai inventé le terme, c'est aussi Germaine Goetz dans les années 60. C'est les Suisses, elle est suisse, médecin suisse, neuropsychiatre, très peu connu parce que chez nous, on travaille sur nous-mêmes, avec nos connaissances de nos médecins, mais on ne va pas voir ce qui se passe ailleurs. On peut se demander aussi si une personne abandonnée qui souffre de ce syndrome, elle va abandonner à son tour. Est-ce qu'on est, si on l'a été, qu'on est dans le cas, est-ce qu'on va perpétuer, est-ce que ça va se transmettre? Un syndrome d'abandonner soi-même. Parce qu'on pourrait aussi se dire, je me reconnais dans ça, j'ai des enfants, est-ce qu'ils ressentent ça en moi? Est-ce que je leur ai transmis inconsciemment ça? Ça, c'est vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça que je conseille, je ne suis pas le seul, qu'avant d'envisager dans un couple de faire un enfant, est-ce qu'on est prêt comportementalement à éduquer un enfant? C'est difficile. Je crois que les gens se posent souvent la question. Beaucoup commencent à le faire. Quand on n'a pas Pas d'école. C'est peur. On en a peur et ne transmet pas. La confiance en soi, est-ce qu'on en a suffisamment? Est-ce qu'on a suffisamment d'empathie? Vous avez des mères qui préparent la grossesse de leur enfant dans leur tête. Et à 2 mois de la naissance, on ne sait toujours pas s'il y a les enveloppes qui sont commandées, les veillettes, des tas de choses. Parce que c'est le désir qu'elles ont. Mais ils ne sont pas prêts. Et ils vont se précipiter à la fin aussi.
Alors là, c'est la loterie, ça se passe bien ou ça se passe mal. Mais je pense qu'à tout âge, on peut quand même essayer de réparer des choses. Des choses. Voilà. La nature, C'est l'époque des retrouvailles. la nature a- Se forcer à retrouver. Parler, expliquer. Parler, expliquer. Tu sais, voilà ce qui s'est passé aussi quand tu es né. Voilà. Voilà ton histoire. Bah oui, moi je suis un enfant abandonnique. Enfin, j'ai réglé ça avec tout le temps. Oui. Ben oui, mais abandonné. Tu veux en parler ou Oui, on va en parler. En fait, moi j'ai eu la chance de ne pas être élevé avec mes frères et sœurs par ma grand-mère. Parce qu'ils ont vécu des carences affectives, des coups, des blessures, sauf le dernier qui était le petit gâté, mais c'était juste l'avant-dernier. Il dit à tous les sous. Ça s'est révélé plus tard dans les héritages. On a retrouvé ça. On a reçu notre part, mais lui avait aussi bien longtemps avant, on a pas mal d'avantages, de terrain et famille fermière. Alors, les gens qui m'ont élevé, mon oncle et ma tante, ne pouvaient pas avoir d'enfant. Donc j'ai été pris en tutelle. C'est même pas une adoption. Donc jusqu'à l'âge de 10 ans, j'avais deux papas d'un maman, parce que j'étais en France, dans une famille très aisée, puisqu'ils avaient construit une très belle entreprise, assez fortunée, et j'avais dans un des meilleurs collèges de France. Avec des enfants de petits 2, de barons, de ci, de là, futur énarque, future école d'ingénieur, tout ce qu'on veut. Et j'ai été élevé avec des parents qui m'ont toujours donné le bonheur. J'ai de très bons neurotransmetteurs, ça va en parler aussi. La dopamine et la sérotonine. C'est aussi Fradin qui m'a appris ça. Et donc, moi, j'étais heureux dans cette situation-là, même si je ne comprenais pas pourquoi je vais été élevé à côté de lui. La fracture a eu lieu quand il a fallu il y avait 10 ans, et qu'ils ont tout fait. Et je suis venu en Belgique, vivre sur les chantiers. Mon père travaille sur les autos, je l'appelle mon père parce que c'était la chanson. Je ne me souviens pas du sein de ma mère, ni rien, mais ça ne m'a pas manqué. J'ai réglé mes problèmes avec elle beaucoup plus tard. Et là a été le rejet, parce que j'étais un enfant différent. Les enfants abandonnés par adoption, qu'elles soient officieuses ou officielles, sont différents dans l'instinct de survivance, dans la demande à survivre, dans la demande à également, après 6 mois en général, les parents de ces enfants-là, ils seront incomparables. Ils vont l'être, entre guillemets, parce qu'ils vont avoir une façon rapide, ils vont s'intégrer très vite, ils vont parler plusieurs langues. Mon fils viendra en parler, parce que lui, je n'ai pas été également. Comme quoi on reproduit toujours, mais légalement. Légalement et légalement. Et donc j'ai connu du rejet, de l'exclusion, parce que j'étais différent, très bien élevé, ceci, cela. J'ai réglé, je suis un dieu du temps. Je pensais l'avoir réglé, on en parlera tout à l'heure. Jusqu'à ce qu'arrive mon fils et son adolescent, je n'avais pas encore réglé mon syndrome d'abandon. Et donc c'est un phénomène très très sérieux. Il faut le prendre en considération très jeune. On devrait enseigner dans les écoles le développement personnel, par exemple. Oui, mais enfin, dans les personnes de votre génération qui ont été dans... 57 ans. Oui, Ça fait donc 47 ans que je vis dans ce pays qui est devenu le mien. D'ailleurs, je vais passer belge bientôt, je vais décider, parce que j'ai réglé mon problème d'avant. mais ça, c'est parce qu'on a le courage, vous avez eu le courage de vous regarder en face, c'est parce que vous vous êtes dit Oui, mais pas tout de suite. qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais il y a des gens qui sont dans ce phénomène d'abandon et qui n'en sont pas du tout conscients. J'ai des bons neurotransmetteurs et des parents de tutelle qui m'ont élevé, m'ont donné le meilleur de tout. J'ai connu la pauvreté par la suite, alors que j'étais d'une famille extrêmement aisée et riche, eux aussi. Je les ai vus dépérir, j'ai perdu cette maman à 21 ans, mais je n'avais pas été carencé effectivement. Jamais. Sauf de ma grand-mère. Est-ce qu'il y a parfois le sentiment d'avoir été abandonné? Est-ce que c'est... Tu vois? C'est un sentiment, hein? Oui. Oui, c'est un sentiment. Puisque c'est une peur irrationnelle. Mais qui peut se traduire par une Ça, attitude. c'est un vrai sentiment. Mais ce n'est pas un abandon toujours, on va dire, pas envie de mettre au monde l'enfant, pas envie d'aimer,
Ça a pris d'autres formes, comme on en a parlé. Je me souviens d'avoir fait une émission avec Diane Drory, qui est pédopsychiatre, et elle disait en émission, et ça je l'avais dit, hein, ça s'appelle. Elle disait, quand vous déposez un enfant chez un grand-parent, chez un voisin, pour partir, pour aller avec votre femme à souper et tout, surtout ne partez pas en catimini. Dites à l'enfant que vous le déposez. Et parce que souvent, et moi mes parents avaient tendance à faire ça, c'est vite, vite, pars. Il est en train de jouer, il ne va pas se rendre compte qu'il n'est plus là. Je crois que j'ai fait ça quand même une fois ou deux, jusqu'au moment où Diane Drory a fait une émission en disant non, jamais, jamais. C'est comme ça que l'enfant pourrait développer un sentiment d'abandon. Donc, tu vois, tu parles de choses graves, il y a des choses, des abandons plus graves, on va dire, des abandons plus bénins, mais en même temps, l'enfant vit ça comme un abandon. Et moi, dans mon cas personnel, ma fille est née, je me suis séparée de son géniteur quelques mois après, donc j'étais enceinte, elle ne parle pas vraiment, même si elle a eu des liens, enfin il y avait quand même une forte absence. Et Diane aussi ce jour-là, et c'était la première qui m'a dit, la fille, le syndrome. C'est vrai que quand tu parles de ça, je me dis, ah, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de minimiser les dégâts. Mais il y a des gens Ce qui va se passer, le pouvoir exprimer, ce qui va se passer quand on va rester chez les amis ou ailleurs, on peut prendre le temps, même si on est pressé d'aller travailler, même si on a un patron qui nous attend. Parce qu'on ne sait pas si ce jour-là, on provoque le sentiment d'abandon qui sera incubé et qui se revivra des années plus tard, parfois, s'il n'a pas été vécu. Pourquoi pas, il peut très bien s'estomper. Revenir. C'est ce qu'on appelle le chronique. S'estomper, revenir. Donc quand tu l'as en toi, tu l'as en toi. C'est ça. On l'a en soi, oui, bien sûr. Mais il faut des causes extérieures pour les réveiller. Oui, mais le syndrome de l'abandon, alors tout le monde l'a. Qui n'a pas été abandonné, entre guillemets, qui n'a pas été déposé un jour par son père ou sa mère à droite, à gauche, en disant, mais il y en a qui vont mal vivre l'enfant. Non, il y en a qui parce qu'on les accompagne à cela. Il faut faire attention de ne pas faire ça. Vous avez des enfants plus Les gens faciles qui que traversent, d'autres. les gens qui traversent, les enfants qui Qui traversent. n'ont pas les transmetteurs, les neurotransmetteurs suffisamment chargés. Oui. Ben, moi, je suis un peu perdue quand même, parce que en Afrique, on est éduqué par tout le monde, des cousins, cousines, tantes et tout ça, mais nous ne sentons pas qu'on est abandonné. vous êtes pas entourés. Oui, c'est ça, je comprends pas. culturellement parlant. Oui, parce que si vous dites ça, on dirait que tout le monde a ce problème-là. Non, non, non. Et ça, presque tout le monde est quand Le même. sentiment d'abandon est quelque chose qui vraiment crée une peur. Un exemple tout simple, Un mal-être. je vais aller chez ma maman me laisse chez ma tante, je peux rester 2 mois, 3 mois, et puis en vacances, elle vient me chercher, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne comprends pas comment on peut se sentir abandonné. C'est une culture différente chez vous, c'est Oui. Très différent. J'ai l'impression que c'est quelque chose quand même qui détruit les gens. Vous avez des enfants qui sont gloutons affectifs. D'autres qui se contentent de ce qu'ils ont. Ouais. Mais les gloutons affectifs ça peut venir également des neurotransmetteurs. Hein. Ça se vérifie. On peut faire un test des 6 neurotransmetteurs qu'on a dans le cerveau, savoir s'ils sont carencés ou pas. Et qu'est-ce qu'on fait si vous carencez? Oui. Eh bien, les précurseurs des neurotransmetteurs, c'est les acides aminés. C'est pas tout le temps, ils vont aller travailler pour remonter le dosage. Parce que les enfants, alors, les adolescents, la sérotonine par exemple, ils sortent, ils vont faire la fête, ils font des nuits invraisemblables, ils rentrent crevés. Ils sont déréglés sur ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? La dopamine. Et en étant carencés en dopamine, ils vont avoir des comportements sociaux différents. Les échanges spontanément. Ils auront des exclusivités.
n'a pas été abandonné, entre guillemets. Et augmente à ce moment-là le Il n'a pas été taux déposé un de jour par dopamine. sa mère à droite, à gauche, voilà. La sérotonine, si on va dans l'abus des drogues, va diminuer le neurotransmetteur jusqu'à 20% de sa dose normale. Pas moyen de récupérer ça, sauf par les médicaments, et après on travaille de thérapie brève. Psychanalyse, c'est trop dépassé. En Afrique, on est département des résultats Cognitif comportemental, l'hypnose, la PNL, autre chose, la sophrologie. Mais ça, on reviendra avec le traitement après. Peut-être qu'on va entendre Nat. Tout le monde, une question, encore une question. Qu'est-ce que tu veux un exemple simple, je Je ne le connais pas, mais je sais qu'il existe. ma maman m'a dit c'est ma tante, je peux rester Donc si tu te renseignes avec son médecin. en vacances, elle dit mais j'ai tout ce qu'il faut. J'ai 3 questions qui peuvent être faites, je pense, assez vite. Enfin, je sais pas comment avoir une réponse assez courte. La première, c'est, donc en fait, imaginons, j'ai 2 parents, ils sont pas là, d'une manière ou d'une autre, bref, je ne sens pas leur présence. Mais j'ai ma grand-mère qui est super là, qui m'adore et tout, et c'est génial, et machin, etc. Est-ce que ça peut contrebalancer oui. Tout à fait, si vous ou tu, je sais pas, te sens à l'aise de vivre avec cela au quotidien. Deuxième Si tu n'as question. pas vu notre change régulièrement, si tu n'as pas du stress chronique, si tu n'es pas psychologique, c'est-à-dire que tu ne veux pas avoir raison en tout, si tu n'as pas envie d'être perfectionniste à mi-pense, c'est parce que tu as besoin d'une image, d'une connaissance de toi-même. Un syndrome fait tout ça.